Les détecteurs de fumée n'ont pas fonctionné. Nous avons essayé de la sauver. Ont-ils dit aux pompiers. Mais l'enregistrement de l'appel au 911 avait capturé mes cris, ils ont cloué mes fenêtres. Je ne peux pas sortir. Ils veulent que je meure. Quand les enquêteurs ont trouvé les marques de marteau récentes. Je m'appelle Amber Wilson et j'ai 29 ans. Il y a 3 ans, je me suis réveillé au milieu des flammes qui engloutissaient la maison de mon enfance. Dans ma panique, j'ai découvert une vérité terrifiante, chaque fenêtre de ma chambre avait été clouée. Alors que la fumée remplissait mes poumons, j'ai passé un appel désespéré au 911 qui m'a sauvé la vie et a révélé ce que mes parents avaient fait. Leur façade de famille parfaite s'est effondrée lorsque les enquêteurs ont entendu mes cris enregistrés. Ils ont cloué mes fenêtres. Je ne peux pas sortir. Ils veulent que je meure. Avant que je ne partage mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été en danger et que personne ne vous a cru. Mon histoire pourrait vous aider à vous sentir moins seul. De l'extérieur, nous étions l'image parfaite de la famille américaine. Ma mère, Suzanne, s'habillait toujours impeccablement, faisait du bénévolat à l'église et organisait les rassemblements de quartier les plus élaborés. Mon père, Harold, était respecté dans son cabinet comptable, entraînait la petite ligue et saluait toujours tout le monde d'un geste amical. Notre maison dans la banlieue du Minnesota était méticuleusement entretenue, avec un magnifique jardin qui remportait des prix. J'étais leur enfant unique et les gens me disaient souvent à quel point j'étais chanceuse d'avoir des parents aussi merveilleux. Mais derrière notre porte d'entrée blanche et brillante, avec ses couronnes saisonnières et son paillasson accueillant, la vie obéissait à un ensemble de règles différents. La première fois que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, j'avais 7 ans. J'avais invité une amie de l'école à jouer chez nous. Avant son arrivée, ma mère m'a assise et m'a récité exactement dans quelle pièce nous pouvions entrer, quel jouet il était acceptable de partager et quel sujet de conversation était approprié. Quand mon amie a innocemment demandé à voir ma chambre, ma mère est intervenue avec un sourire crispé, disant « Certaines zones de la maison sont privées ». À l'âge de 10 ans, j'ai compris que tout dans ma vie était soigneusement contrôlé. Ma garde-robe se composait de tenues choisies par ma mère. Mes coupes de cheveux avaient lieu à des intervalles précis de 6 semaines. Mes déjeuners scolaires étaient préparés avec un contenu identique chaque jour. Les amis étaient soigneusement examinés avant d'être autorisés à interagir avec moi, et les après-midi de jeu étaient surveillés à une distance prudente. « Nous voulons juste te protéger, Amber », disait ma mère, sa voix douce mais ses yeux inflexibles. « Le monde est plein de gens dangereux. Tu es précieuse pour nous. » Je me souviens clairement de la première fois où j'ai découvert que la fenêtre de ma chambre avait été verrouillée. J'avais 10 ans, et c'était une belle journée de printemps. Je voulais sentir la brise, mais la fenêtre ne bougeait pas. Quand j'ai interrogé mon père à ce sujet, il m'a expliqué qu'ils avaient installé des verrous de sécurité spéciaux. Pour tenir les méchants à l'écart, a-t-il dit en m'ébouriffant les cheveux, et pour garder notre petite fille curieuse en sécurité à l'intérieur. À l'époque, cela semblait logique. Je croyais qu'il m'aimait. Je croyais que tout ce qu'il faisait était pour ma protection. Même quand les choses semblaient étranges ou restrictives, je me persuadais que c'était normal. Après tout, je n'avais aucun point de comparaison. À l'école, j'excellais sur le plan académique. Mes parents exigeaient des notes parfaites, et je les obtenais. Les professeurs louaient mon intelligence et ma concentration. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était la panique que je ressentais à l'idée d'avoir moins qu'un A, sachant la déception silencieuse qui suivrait à la maison. Je n'étais pas autorisé à participer à des activités extrascolaires. Ma mère prétendait que c'était des distractions inutiles. Les sports étaient jugés trop dangereux. Le club de théâtre me mettrait en contact avec des influences douteuses. Les répétitions de l'orchestre interféreraient avec le dîner familial, qui était sacré et immuable. Mon père contredisait rarement ma mère. Il me lançait parfois des regards compatissants lorsqu'elle instituait de nouvelles règles, mais il n'intervenait jamais. Parfois, je le surprenais à me regarder avec des yeux tristes, mais quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il souriait rapidement et disait « Rien, ma chérie. Je pensais juste à la vitesse à laquelle tu grandis. » Quand j'avais 13 ans, je suis allé chez ma camarade de classe Sarah pour un projet scolaire. C'était la première fois que ma mère m'autorisait à aller chez quelqu'un sans qu'elle l'ait d'abord inspecté. Les parents de Sarah étaient tous deux médecins avec une réputation impeccable, ce qui semblait satisfaire les critères stricts de ma mère. Chez Sarah, j'ai regardé avec étonnement comment elle ouvrait librement le réfrigérateur pour prendre des encas sans demander la permission.
Elle écoutait de la musique dans sa chambre avec la porte fermée. Elle a mentionné nonchalamment qu'elle irait à l'entraînement de football plus tard, et sa mère a simplement hoché la tête et lui a dit de s'amuser. Sur le chemin du retour, assise en silence sur la banquette arrière de la voiture de ma mère, une nouvelle compréhension se formait dans mon esprit. Ma famille n'était pas comme les autres. Le niveau de contrôle que mes parents exerçaient n'était pas une protection normale. Mais j'ai repoussé cette pensée, me disant qu'ils m'aimaient simplement plus, se souciaient plus profondément et voulaient s'assurer que rien de mal ne m'arrive jamais. Cette nuit-là, j'ai essayé d'ouvrir à nouveau la fenêtre de ma chambre, curieuse à propos du verrou. J'ai découvert qu'elle n'était pas seulement verrouillée mais scellée. Je pouvais voir des traces d'une sorte d'adhésif sur les bords. Quand j'ai pressé mon visage contre la vitre et regardé notre pelouse parfaitement tondue, j'ai ressenti une étrange sensation dans mon estomac. Pas seulement le sentiment d'être piégé auquel je m'étais habitué, mais quelque chose de plus profond, quelque chose comme de l'effroi. « Maman », ai-je demandé au petit déjeuner le lendemain matin, en gardant une voix décontractée, « pourquoi ma fenêtre est-elle scellée ?» Elle n'a pas levé les yeux de l'assiette où elle disposait les fruits en un motif parfait. Nous avions un problème de courant d'air. La facture de chauffage était scandaleuse l'hiver dernier. C'était en juin. Nous n'avions pas utilisé le système de chauffage depuis des mois. Mais j'ai hoché la tête et j'ai mangé mon petit déjeuner arrangé géométriquement, en faisant semblant d'accepter l'explication. C'était la première fois que je reconnaissais consciemment que ma mère me mentait. Ce ne serait pas la dernière. À l'approche de mon adolescence, les mensonges se sont multipliés, tout comme les restrictions. Chacun était présenté comme un geste d'amour protecteur. Chacun resserrait la cage invisible autour de moi. À 15 ans, mon désir d'indépendance est entré en collision violente avec le contrôle croissant de mes parents. Pendant que d'autres adolescents négociaient des couvre-feux et des autorisations de sortie en couple, je me battais pour le droit fondamental de marcher seul jusqu'à la boîte aux lettres. Ma mère avait installé une application de suivi sur mon téléphone qui surveillait ma position chaque minute. Si je m'écartais ne serait-ce que légèrement de mes itinéraires approuvés entre la maison et l'école, mon téléphone sonnait immédiatement. « Où es-tu » demandait ma mère sans même un bonjour. L'application montre que tu es à 2 pâtés de maison de ton chemin habituel. La première fois que c'est arrivé, je m'étais arrêté pour caresser le chien d'un voisin. La deuxième fois, j'étais entré dans une supérette pour échapper à une averse soudaine. Après la 3e infraction, mon père a commencé à me conduire à l'école et à m'en ramener chaque jour, éliminant même ces petits moments d'autonomie. À 16 ans, j'ai découvert que des caméras avaient été installées dans toute notre maison. Pas des caméras évidentes, mais de petits appareils cachés dans les détecteurs de fumée, les cadres photos et même ma lampe de bureau. J'ai trouvé la première par accident en changeant une ampoule. Mes mains tremblaient en examinant la minuscule lentille, mon esprit se précipitant pour me souvenir de tous les moments privés qui avaient été observés à mon insu. Quand j'ai confronté mes parents au dîner ce soir-là, la réaction de ma mère a été glaciale. « Tu n'aurais pas besoin d'être surveillé si nous pouvions te faire confiance », a-t-elle dit calmement, continuant à couper son poulet en morceaux précis et identiques. « Ton comportement a été préoccupant ces derniers temps. Ton père et moi avons discuté de te faire évaluer. » « Évaluer pourquoi ?» ai-je demandé, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. « Pour vouloir de l'intimité ? Pour être une adolescente normale ?» Mon père s'est raclé la gorge. « Ta mère pense que tu pourrais développer des problèmes psychologiques, Amber. Le comportement cachotier, les sautes d'humeur. Nous nous inquiétons pour toi. » C'était la première fois qu'ils suggéraient ouvertement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, mais cela allait devenir leur tactique favorite. Toute résistance à leur contrôle était présentée comme une preuve d'instabilité mentale. Toute demande de liberté normale pour une adolescente était interprétée comme un signe troublant. Ma mère a commencé à dire aux membres de la famille élargie que je luttais émotionnellement. Elle a laissé entendre aux voisins que j'avais des problèmes de comportement. Elle a même pris des rendez-vous chez notre médecin de famille où elle décrivait des symptômes que je n'avais jamais éprouvés, parlant de moi comme si je n'étais pas assise juste à côté d'elle. Elle a ses crises, disait ma mère, sa voix basse avec une inquiétude feinte, des explosions irrationnelles, des pensées paranoïaques. Nous sommes au bout du rouleau. J'essayais de me défendre, d'expliquer que j'allais parfaitement bien, juste de plus en plus frustré par leurs restrictions. Mais mes protestations ne faisaient que renforcer leur récit selon lequel j'étais perturbé et dans le déni. À cette époque, la sécurité de la fenêtre de ma chambre s'est intensifiée. Les simples verrous ont été remplacés par des mécanismes élaborés qui nécessitaient des clés que mes parents gardaient.
des barreaux métalliques ont été installés, déguisés en éléments décoratifs mais fonctionnellement similaires à ceux des cellules de prison. Les rideaux ont été remplacés par des versions plus lourdes qui bloquaient toute lumière naturelle, ce qui, selon ma mère, m'aiderait à mieux dormir. C'est Jessica, ma partenaire de laboratoire en cours de chimie, qui a vraiment reconnu la première que quelque chose n'allait pas. Nous étions devenus amis malgré mes interactions sociales limitées, nous liant d'amitié grâce à notre amour commun pour la science. Elle a remarqué les cernes sous mes yeux, mon sursaut au bruit fort et ma réticence à discuter de ma vie à la maison. « Amber, est-ce que ça va ?» a-t-elle demandé un jour après le cours. « Jean, vraiment bien ? Parce que parfois tu agis comme quelqu'un qui a peur tout le temps. » Cette simple question a brisé quelque chose en moi. Dans la salle de classe vide, avec son odeur familière de produits chimiques et de craie, je lui ai tout raconté, le contrôle, la surveillance, les accusations d'instabilité mentale, les fenêtres verrouillées. Jessica a écouté sans interruption, ses yeux s'écarquillant. « Ce n'est pas normal », a-t-elle dit finalement. « Ce ne sont pas des parents qui protègent. C'est de la maltraitance. » Entendre ces mots prononcés à voix haute était à la fois terrifiant et validant. La maltraitance se produisait dans des foyers avec des cris et de la violence, pas dans des maisons parfaitement entretenues avec des mères qui faisaient du bénévolat à l'église et des pères qui entraînaient la petite ligue. Mais alors que Jessica m'aidait à faire des recherches sur la maltraitance psychologique et le comportement de contrôle, j'ai reconnu notre famille dans chaque description. Jessica a essayé de m'aider. Elle a proposé de le dire à ses parents, de m'aider à contacter les autorités. Mais quand ma mère a découvert que notre amitié s'était approfondie au-delà d'une simple interaction scolaire, elle est intervenue avec une efficacité stupéfiante. Elle a contacté le conseiller d'orientation de l'école, exprimant ses inquiétudes quant à elle, influence de Jessica sur sa fille vulnérable. Elle a parlé aux parents de Jessica, me dépeignant comme perturbée et instable. En quelques semaines, Jessica n'était plus ma partenaire de laboratoire, et ses parents lui avaient interdit de passer du temps avec moi. J'avais 17 ans quand j'ai fait ma première tentative d'évasion. J'avais secrètement économisé de l'argent sur l'allocation limitée que mes parents me donnaient, en recherchant soigneusement les itinéraires de bus et les refuges pour jeunes. Une nuit, j'ai préparé un petit sac et j'ai attendu que la maison soit silencieuse. Je suis sorti par la fenêtre de ma chambre, après avoir passé des semaines à desserrer soigneusement les nouvelles mesures de sécurité sans être détecté. J'ai parcouru 3 mètres avant que la voiture de mon père ne s'arrête à ma hauteur. Il n'a pas parlé pendant que je montais, mon petit sac d'affaires serré contre ma poitrine. À la maison, ma mère était au téléphone avec la police, signalant en larmes que sa fille mentalement perturbée s'était enfuie pendant une crise. Elle n'est pas bien, l'ai-je entendu dire. Nous avons essayé de lui obtenir l'aide appropriée. Nous sommes si inquiets qu'elle puisse se faire du mal. Le lendemain, la porte de ma chambre avait une nouvelle serrure, celle-ci à l'extérieur. Ma fenêtre était complètement scellée avec un matériau que je ne pouvais pas identifier. Et mes parents ont commencé à me donner des pilules chaque matin et chaque soir, insistant sur le fait qu'elles étaient prescrites par un médecin que je n'avais jamais rencontré. « Pour ton anxiété, ma chérie », disait ma mère, en regardant pour s'assurer que je les avalais, pour aider à garder ces pensées troublantes sous contrôle. Les médicaments me laissaient groggy et désorienté. La concentration devenait difficile. Mes résultats scolaires, autrefois excellents, en souffraient maintenant. Les professeurs qui avaient loué mon intelligence me regardaient maintenant avec inquiétude mais acceptaient l'explication de ma mère d'un ajustement de médicaments pour une maladie que je n'avais pas. À ma dernière année de lycée, le récit de mon instabilité était fermement établi dans notre communauté. J'étais la jeune fille perturbée avec des parents exemplaires qui sacrifiaient tout pour s'occuper de leur enfant à problème. Les gens me regardaient avec pitié ou malaise. Personne ne se demandait pourquoi je n'étais jamais vu sans surveillance parentale, pourquoi je ne participais plus aux discussions en classe, pourquoi je semblais disparaître de plus en plus en moi-même à chaque mois qui passait. Les pilules, l'isolement, la surveillance constante, les portes et fenêtres verrouillées, tout cela servait le même objectif, me convaincre que j'avais besoin de leur protection contre le monde et contre moi-même, pour briser tout sentiment que je pouvais exister indépendamment de leur contrôle. Mais au fond de moi, une petite flamme de résistance continuait de brûler. J'ai commencé à recracher secrètement les pilules quand je n'étais pas observé. J'ai lu des livres sur la maltraitance psychologique cachés à l'intérieur de manuels scolaires approuvés. J'ai tout documenté dans un journal que je gardais dissimulé à l'intérieur d'un dictionnaire évidé, une cachette inspirée d'un roman que j'avais lu des années auparavant.
J'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée dans un brouillard de médicaments et d'isolement, sans amis et sans projet pour l'université. Mes parents ont annoncé que je prendrais une année sabbatique pour me concentrer sur ma santé, ce qui signifiait en réalité une autre année sous leur contrôle total. Alors que mes camarades de classe se préparaient à l'indépendance, je me préparais à un confinement plus intensif. J'avais 18 ans, légalement une adulte, mais sans aucun moyen pratique d'exercer ma liberté. Le monde extérieur à notre maison était devenu un concept abstrait plutôt qu'un lieu auquel je pouvais réellement accéder. Mais malgré tout, cette flamme en moi refusait de s'éteindre complètement. À 21 ans, ma vie ne ressemblait en rien à ce que vivent la plupart des jeunes adultes. Tandis que mes pères terminaient leurs études, commençaient une carrière ou voyageaient, j'existais dans les limites étouffantes du contrôle de mes parents. La seule concession à mon âge adulte était la permission de suivre des cours en ligne dans un collège communautaire local, un programme que ma mère avait sélectionné et surveillait de près. « Vois comme nous soutenons ton éducation, Amber, disait-elle en vérifiant quotidiennement l'historique de mon ordinateur. La plupart des parents n'investiraient pas autant dans un enfant avec tes difficultés. Les difficultés, auxquelles elle faisait référence étaient entièrement leur création, un récit si bien établi que même moi, je remettais parfois en question mes propres perceptions. Étais-je vraiment instable ? Avais-je vraiment besoin de la protection sur laquelle ils insistaient ? Le doute était intentionnel, le produit d'années de manipulation psychologique et d'isolement. Mais pendant mon cours de psychologie en ligne, j'ai trouvé des informations sur la maltraitance émotionnelle qui ont résonné profondément en moi. J'ai commencé à comprendre les tactiques que mes parents employaient, isolement, manipulation, contrôle, surveillance, médication. Pendant les cours, je coupais le son de mon ordinateur et pleurais en silence, reconnaissant ma vie dans les descriptions cliniques des victimes de maltraitance. Mon professeur, Dr Matthews, a remarqué mon travail exceptionnel sur les devoirs liés à la dynamique familiale et au contrôle psychologique. Lors d'une vidéoconférence obligatoire, elle a posé des questions qui suggéraient qu'elle sentait quelque chose sous mes réponses prudentes. J'avais terriblement peur d'en dire trop, sachant que ma mère se tenait souvent juste devant ma porte pendant ses appels, mais Dr Matthews semblait comprendre. Amber, il existe des ressources disponibles pour les jeunes adultes en transition vers l'indépendance, a-t-elle dit nonchalamment à la fin de notre appel. Je vous enverrai quelques informations par courriel. Certains de mes étudiants les trouvent très utiles. Le courriel contenait des liens sur la violence domestique cachés dans des ressources sur les bourses d'études. J'ai tout de suite compris qu'elle se doutait de ma situation. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu. J'ai commencé un plan secret. Mon travail de transcription en ligne, approuvé par mes parents car il pouvait être surveillé et ne nécessitait pas de quitter la maison, me payait directement sur un compte PayPal. Je détournais de petites sommes vers un compte bancaire secret créé en utilisant les informations d'un des liens de ressources de Dr Matthews. J'ai fait des recherches sur les refuges pour victimes de violences domestiques et j'ai mémorisé des numéros de téléphone, incapable de les écrire par peur d'être découverte. Au cours de ces mois, j'ai également établi mon premier vrai contact avec une voisine. Lauren Davis a emménagé dans la maison d'Accent Grave Côté, une jeune infirmière qui travaillait de nuit à l'hôpital local. Elle me saluait de la main lorsque j'étais autorisé à aller dans le jardin pour prendre de elle, air frais supervisé. Elle a remarqué comment ma mère planait pendant ces brefs moments en plein air, comment mon père vérifiait toujours le périmètre de notre propriété avant que je ne sois autorisé à sortir. Un jour, Lauren s'est approchée de notre clôture alors que ma mère était distraite par un appel téléphonique. « Est-ce que tout va bien pour toi ?» a-t-elle demandé à voix basse. Je ne veux pas être indiscrète, mais quelque chose ne semble pas normal. Avant que je puisse répondre, ma mère était à mes côtés, le bras autour de mes épaules dans ce qui semblait être un geste affectueux mais qui ressemblait à une contrainte. « Amber a des besoins spéciaux », a dit ma mère à Lauren avec une sympathie feinte dans la voix. Nous devons être très prudents avec ces problèmes de comportement. Vous comprenez. Lauren a hoché la tête poliment, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Elle ne croyait pas ma mère, et ce petit moment de reconnaissance m'a donné de l'espoir. Au cours des semaines suivantes, j'ai réussi à glisser des notes à Lauren à travers une planche mal fixée dans la clôture pendant mon temps supervisé à l'extérieur, de brefs messages expliquant ma captivité, implorant de l'aide. Lauren a répondu, laissant de minuscules papiers pliés dans la même fente. Elle me croyait. Elle était prête à aider. Nous avons élaboré un plan pour qu'elle contacte les autorités avec mes récits détaillés de maltraitance. Mais mes parents ont découvert notre communication. Je n'ai jamais su comment,
que ce soit grâce aux images de surveillance de l'une de leurs caméras cachées ou simplement à la vigilance constante de ma mère. Un soir, mon père est entré dans ma chambre, tenant une des notes de Lorraine. « Qui essaie de t'éloigner de nous, Amber ?» a-t-il demandé, sa voix étrangement calme. « Qui a nourri tes illusions ?» Cette nuit-là, ils ont tout pris, mon ordinateur, mon téléphone, même les livres de mes cours en ligne. Mon père a installé des peines dormant sur la porte de ma chambre, cette fois sans même prétendre qu'ils servaient à autre chose qu'à me confiner. Et c'est là que je les ai découverts en train de clouer mes fenêtres. Je me suis réveillé au son de martèlement tard dans la nuit. En rampant jusqu'à la porte de ma chambre, j'ai regardé à travers la fente pour voir mon père enfoncer méthodiquement des clous dans le cadre de la fenêtre du couloir. Quand il a terminé, il a appliqué une sorte de produit d'étanchéité sur les bords. « Harold, assure-toi qu'elles sont bien fixées », a murmuré ma mère. « Elle prépare quelque chose. Je le sens. »« Cela me semble extrême, Suzanne », a répondu mon père, sa voix hésitante pour peut-être la première fois dont je me souvienne. « C'est notre fille. »« Elle est malade », a sifflé ma mère. « Elle s'enfuirait et finirait morte dans un fossé quelque part. Tout ce que nous faisons, c'est pour la protéger d'elle-même. Veux-tu avoir son sang sur les mains ?» Le lendemain matin, je les ai confrontés au petit déjeuner, abandonnant le personnage docile que j'avais maintenu comme camouflage protecteur. « Je vous ai vu clouer les fenêtres, » ai-je dit, la voix tremblante. « Pourquoi faites-vous ça ?» Le visage de ma mère ne montrait aucune surprise, seulement une résolution calme. « Pour te protéger de toi-même, Amber. Ton comportement récent montre que tu as une autre crise. »« Que se passera-t-il s'il y a un incendie ?» ai-je demandé. « Comment pourrais-je sortir ?»« Nous te sauverions, » a dit mon père, sans croiser mon regard. « Nous prenons toujours soin de toi. »« Vous m'emprisonnez ?» ai-je dit. Le sourire de ma mère était glacial. « Nous te sauvons. Un jour, tu comprendras. » Après cette confrontation, les conditions se sont rapidement détériorées. La nourriture était strictement contrôlée, servie en petites portions à des heures irrégulières. Les visites aux toilettes étaient supervisées, la porte devant rester partiellement ouverte. La médication a augmenté, de nouvelles pilules aux effets plus puissants qui me laissaient désorientée et nauséeuse. J'ai entendu ma mère au téléphone avec quelqu'un discuter d'établissements de traitement résidentiel. J'ai compris avec une clarté terrifiante qu'ils prévoyaient de m'interner, de transférer leur prison domestique à une prison plus officielle où leur récit de mon instabilité mentale serait accepté sans discussion. Lorraine a tenté une dernière fois de m'aider. Je l'ai entendu se disputer avec mes parents sur le porche, menaçant d'appeler la police. La réponse de ma mère était étudiée et parfaite. « Nous apprécions votre inquiétude pour notre fille », a-t-elle dit avec une sincérité convaincante. Mais Amber a de graves problèmes psychologiques qui nécessitent des soins spécialisés. La police est bien consciente de son état. En fait, l'agent Reynolds a été merveilleusement solidaire de notre situation. Voulez-vous son numéro ? C'était un bluff, mais un bluff efficace. Lorraine s'est retirée, mais je pouvais voir de ma fenêtre qu'elle surveillait notre maison plus attentivement. Ses rideaux s'entr'ouvraient souvent, sa présence visible à ses fenêtres à des heures étranges. Ma santé a commencé à se détériorer à cause du stress, d'une nutrition insuffisante et des effets secondaires des médicaments inutiles. J'ai perdu du poids. Mes cheveux ont commencé à tomber. Le sommeil était rare, interrompu par des cauchemars quand ils venaient. Pourtant, malgré mon état affaibli, ma résolution s'est renforcée. J'ai compris avec une clarté parfaite que je devais m'échapper ou je mourrais dans cette maison, soit par leurs actions directes, soit par le poison lent de la captivité. Il me restait une seule bouée de sauvetage, un téléphone prépayé que j'avais acheté lors d'une rare sortie de magasinage supervisée des mois plus tôt, avant qu'il ne restreigne complètement mes mouvements. Je l'avais caché dans une bouche de chauffage dans ma chambre, ne l'utilisant que lorsque j'étais absolument certaine de ne pas être observée. La batterie était faible et je n'avais pas de chargeur, mais je l'ai conservée pour une urgence. Je ne savais pas alors à quel point cette urgence arriverait vite, ni qu'elle arriverait sous la forme de flammes et de fumée qui allaient presque me coûter la vie. La nuit qui a tout changé a commencé de manière assez ordinaire. Mes parents ont suivi leur routine habituelle du soir, vérifiant les serrures, administrant mes médicaments et m'enfermant dans ma chambre pour la nuit. J'ai fait semblant d'avaler les pilules mais je les ai glissées sous ma langue, les recrachant dans un mouchoir une fois seul. C'était un petit acte de défi qui gardait mon esprit plus clair qu'il ne le souhaitait. Je suis tombé dans un sommeil agité vers 23 heures,
pour me réveiller soudainement à 2 heures du matin à cause d'un bruit inhabituel venant du rez-de-chaussée. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être mon père qui faisait une de ces vérifications de sécurité au milieu de la nuit. Il errait parfois dans la maison à des heures étranges, testant les fenêtres et les portes, vérifiant l'équipement de surveillance. Mais ce bruit était différent, un crépitement, suivi d'une détonation étouffée. Je me suis assise dans mon lit, m'efforçant de l'identifier. Puis je l'ai senti. De la fumée, faible au début, puis de plus en plus âcre. Ma première réaction a été étrangement calme. Les exercices d'incendie faisaient partie de la vie scolaire, et la procédure était ancrée. Se baisser. Trouver une sortie. Appeler à l'aide. J'ai glissé hors du lit et j'ai rampé jusqu'à la porte de ma chambre, sentant déjà la température monter. Quand j'ai touché la poignée de porte, elle était tiède, mais pas brûlante. Je l'ai tournée, m'attendant à entrer dans le couloir et à trouver mes parents, peut-être déjà en train de gérer la situation. La poignée a tourné, mais la porte ne s'est pas ouverte. J'ai poussé plus fort, puis j'ai réalisé avec une vague de panique qu'elle était verrouillée de l'extérieur. Pas seulement la serrure habituelle qui était devenue la norme, mais quelque chose de plus. Je pouvais sentir une résistance quand je poussais, comme si quelque chose de lourd avait été calé contre elle. « Maman !»« Papa !» ai-je crié, ma voix plus aiguë que la normale. « Il y a un incendie. Je ne peux pas sortir. » Aucune réponse n'est venue. J'ai pressé mon oreille contre la porte et j'ai entendu du mouvement en bas, le son de voix trop indistincte pour distinguer les mots. J'ai frappé sur la porte, criant plus fort. « Au secours ! La maison est en feu. Je suis enfermé. » La fumée s'épaississait maintenant, s'infiltrant sous ma porte en volute menaçante. J'ai attrapé une serviette et l'ai enfoncée dans l'interstice, mais cela n'a apporté qu'un soulagement temporaire. Mes yeux ont commencé à piquer, ma gorge à se serrer. Je me suis dirigé vers la fenêtre, la voie d'évacuation la plus logique. Ma chambre était au 2e étage, mais le toit du garage s'étendait sous ma fenêtre, offrant un chemin possible vers la sécurité. J'ai saisi le châssis de la fenêtre et j'ai tiré vers le haut, anticipant déjà la résistance des verrous que mes parents avaient installés des années auparavant. Mais c'était différent. La fenêtre n'a pas bougé du tout. Dans la faible lumière de ma lampe de chevet, j'ai pu voir pourquoi. Des clous neufs avaient été enfoncés à travers le cadre à des intervalles de quelques centimètres seulement, le fixant complètement au dormant. Une sorte de produit d'étanchéité industriel avait été appliqué sur les bords, visible comme un contour sombre. La panique m'a envahi. J'ai attrapé ma chaise de bureau et l'ai projetée contre la fenêtre, mais le verre renforcé a simplement frémi. J'ai frappé à nouveau, et de minuscules fissures sont apparues, mais la fenêtre a tenu bon. Les clous sont restés enfoncés dans le bois, imperturbables face à mes efforts désespérés. La fumée devenait de plus en plus épaisse. Je pouvais entendre le feu maintenant, un rugissement affamé venant du rez-de-chaussée. Le sol sous mes pieds devenait chaud. Je me suis mis à 4 pattes, me souvenant que l'air serait plus clair près du sol. Et puis je les ai entendus, des portières de voitures claquant à l'extérieur. J'ai rampé jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Dans l'allée, illuminée par les lumières de sécurité, j'ai vu mes parents monter dans notre berline familiale. Ils partaient. Ils me laissaient dans une maison en feu. À cet instant, la vérité que j'avais essayé de ne pas reconnaître pendant des années s'est cristallisée avec une clarté parfaite. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la négligence. C'était intentionnel. Les fenêtres scellées, la porte verrouillée, leur départ précipité, ils voulaient que je meure dans cet incendie. J'ai alors commencé à crier, des sons bruts de terreur et de trahison qui déchiraient ma gorge irritée par la fumée. J'ai martelé la fenêtre, me suis jeté contre la porte et j'ai cherché frénétiquement tout ce qui pourrait percer ma prison de bois. À travers ma panique, je me suis souvenu du téléphone, ma bouée de sauvetage d'urgence cachée dans la bouche de chauffage. J'ai traversé la pièce en me précipitant, ouvrant la grille métallique avec des doigts déjà cloqués par la chaleur montante. Le petit téléphone était là, montrant miraculeusement une charge partielle. Mes doigts tremblaient en composant le 911, toussant violemment alors que la fumée remplissait mes poumons. 911, quelle est votre urgence ? La voix de l'opérateur était surréalistement calme par rapport à mon environnement. Incendie, ai-je haleté. Je suis piégé. 622 Maple Street, chambre au 2e étage. Je ne peux pas sortir. Y a-t-il un incendie dans votre maison ? A demandé l'opérateur.
Y a-t-il d'autres personnes dans la maison? Oui, un incendie, ai-je confirmé, la voix brisée. Personne. Mes parents sont partis. Ils m'ont enfermé. Les fenêtres sont clouées. Je ne peux pas sortir. Il y a eu une brève pause, comme si l'opérateur traitait cette information. Vous avez dit que les fenêtres sont clouées? Oui, ai-je hurlé, abandonnant toute tentative de sang-froid. Ils ont cloué mes fenêtres. Je ne peux pas sortir. Ils veulent que je meure. J'ai entendu des sirènes au loin alors que l'opérateur m'assurait que l'aide arrivait. La fumée était si épaisse maintenant que je pouvais à peine voir à travers ma chambre. La chaleur était intense, pressant contre ma peau comme un poids physique. J'ai rampé jusqu'au coin le plus éloigné de la porte, pressant un chiffon humide que j'avais attrapé dans ma salle de bain contre ma bouche et mon nez. Par la fenêtre, j'ai vu des gyrophares approcher. J'ai entendu quelqu'un crier à l'extérieur, bien que les mots soient indistincts. Un nouveau son a attiré mon attention, la voix de Lorraine de la maison voisine, criant mon nom. Amber. Oh mon Dieu, Amber. Je suis retourné à la fenêtre en rampant, luttant contre la fumée de plus en plus épaisse, et j'ai frappé sur la vitre. À travers des yeux larmoyants, je pouvais voir Lorraine dans son jardin, pointant frénétiquement vers ma fenêtre alors que les pompiers arrivaient. Les minutes suivantes se sont brouillées dans mon esprit privé d'oxygène. Il y a eu le bruit du verre brisé, l'afflux d'air plus frais. Des silhouettes en équipement de protection sont apparues à ma fenêtre, des expressions de choc visibles même à travers leurs masques alors qu'ils constataient les clous qui fixaient ma fenêtre. Des bras forts m'ont soulevé. Quelqu'un disait quelque chose à propos d'une échelle. On me portait, la sensation de mouvement était désorientante. Après le confinement de ma chambre, l'air frais de la nuit a frappé mes poumons ravagés par la fumée, provoquant une quinte de toux si violente que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Je me souviens de fragments de l'heure suivante, de l'oxygène placé sur mon visage, la brûlure d'une intraveineuse insérée, le visage de Lorraine, strié de larmes, apparaissant brièvement au-dessus de moi, sa main serrant la mienne. Je me souviens avoir essayé de parler, d'expliquer, mais de ne pas avoir la force de former des phrases cohérentes. Plus vivement, je me souviens avoir vu mes parents revenir sur les lieux, leur performance commençant immédiatement, le gémissement théâtral de ma mère, l'expression stupéfaite de mon père, tous deux se précipitant vers l'ambulance avec une inquiétude parfaitement étudiée. Notre fille, criait ma mère à qui voulait l'entendre. Est-ce qu'elle va bien? Nous sommes juste allés chercher de l'aide. Les détecteurs de fumée n'ont pas fonctionné. Nous avons essayé de la sauver. À travers mon masque à oxygène, j'ai murmuré la vérité aux secouristes à côté de moi. Ils m'ont enfermé. Ils ont cloué la fenêtre. Ils m'ont laissé pour morte. Son expression a changé, le scepticisme laissant place à quelque chose de plus sombre alors qu'il regardait de moi à mes parents hystériques retenus par des policiers. Il s'est penché plus près. Nous avons trouvé les clous, a-t-il dit doucement. Des marques de marteau récentes. Nous avons vu la serrure sur votre porte. Personne ne vous fera plus de mal. Alors que la conscience s'estompait, j'ai entendu un policier parler à mes parents, sa voix dure et suspicieuse. Nous devons vous poser quelques questions sur ces fenêtres, Monsieur et Madame Wilson, et sur cet enregistrement de l'appel au 911. La voix de ma mère s'est élevée dans une indignation feinte. Notre fille est mentalement perturbée. Elle a des illusions. Nous ne lui ferions jamais de mal. Mais pour la première fois de ma vie, personne ne croyait à sa performance. La dernière chose dont je me souviens avant que l'obscurité ne m'emporte a été le son inhabituel mais beau des menottes se refermant autour des poignets de ma mère. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard, la gorge irritée par l'inhalation de fumée, mes poumons endommagés mais en voie de guérison. Le premier visage que j'ai vu n'était pas celui de ma mère ou de mon père, mais celui de Lorraine, assise à côté de mon lit avec des cernes sous les yeux, suggérant qu'elle n'avait guère quitté mon chevet. Ils sont en garde à vue, furent ses premiers mots, répondant à la question que je n'avais pas encore trouvé la force de poser. Tous les deux. Ils ne s'approcheront plus jamais de toi. Un inspecteur de police nommé Jason Reynolds est venu me voir cet après-midi-là, son attitude douce mais directe. Il s'est assis à côté de mon lit, son bloc-notes prêt mais initialement inutilisé alors qu'il me demandait simplement comment je me sentais. Je dois vous poser quelques questions, Amber, a-t-il finalement dit. Mais d'abord, je veux que vous sachiez que nous avons trouvé les marques de marteau sur les cadres de vos fenêtres. Des marques récentes. Nous avons trouvé le produit d'étanchéité.
Nous avons trouvé la serrure sur la porte de votre chambre et les meubles qui avaient été poussés contre elle. Les preuves confirment votre témoignage. J'ai fermé les yeux brièvement, un étrange mélange de soulagement et de douleur m'envahissant. Pendant si longtemps, on m'avait dit que mes perceptions étaient fausses, que mes souvenirs n'étaient pas fiables, que mes peurs étaient des illusions. Avoir une validation externe de la réalité que j'avais vécue était à la fois une justification et une dévastation. L'inspecteur Reynolds a été patient pendant que je partageais mon histoire, en commençant par mes premiers souvenirs de contrôle et d'isolement, en passant par les restrictions croissantes de mon adolescence, et en décrivant enfin la réalisation terrifiante que mes parents m'avaient laissée pour morte dans un incendie qu'ils avaient probablement déclenché eux-mêmes. Nous ne pouvons pas encore prouver qu'ils ont mis le feu délibérément, m'a-t-il dit. L'enquêteur incendie dit que ça a commencé dans la cuisine, peut-être un problème électrique. Mais nous pouvons prouver qu'ils en avaient connaissance, qu'ils sont partis sans tenter de vous secourir, et qu'ils avaient pris des mesures délibérées pour empêcher votre fuite. Ils disent aux gens que je suis malade mental depuis des années, ai-je dit, ma voix encore rauque à cause des dommages causés par la fumée. Que j'ai des illusions, que je suis instable et que j'ai besoin de leur protection. Est-ce que quelqu'un me croira? L'expression de l'inspecteur Reynolds s'est légèrement durcie. L'enregistrement du 911 est une preuve irréfutable, Amber. Votre voix, votre terreur, votre déclaration claire qu'ils avaient cloué vos fenêtres, tout cela a été capturé en temps réel pendant l'urgence. Il est difficile de rejeter cela comme une illusion. Il a hésité avant de continuer. Nous avons exécuté un mandat de perquisition dans la maison de vos parents, ou ce qu'il en reste après l'incendie. Nous avons trouvé des flacons de médicaments prescrits à votre nom par un médecin qui, interrogé, n'avait aucune trace de vous comme patiente. Nous avons trouvé des journaux intimes appartenant à votre mère qui, il a fait une pause, semblant choisir ses mots avec soin, suggère fortement une condition psychologique que des experts devront évaluer. Au cours des jours suivants, alors que ma condition physique s'améliorait, toute l'étendue de l'enquête m'a été révélée. Les journaux de ma mère, partiellement récupérés d'un coffre-fort ignifuge dans leur chambre, contenaient des années de documentation détaillée sur son traitement de ma prétendue maladie mentale, une condition qui n'existait que dans son esprit. Les psychologues qui ont examiné les documents ont suggéré qu'elle souffrait du syndrome de Munchausen par procuration, un trouble dans lequel un soignant fabrique ou induit une maladie chez une personne sous sa garde pour attirer l'attention et la sympathie. Plus glaçantes encore étaient les entrées des derniers mois où elle écrivait explicitement sur sa peur de perdre le contrôle sur moi, de ma fuite potentielle dans le monde, et sa détermination à maintenir son emprise sur ma vie, quel qu'en soit le coût. Votre père semble avoir été plus un complice passif qu'un instigateur, a expliqué l'inspecteur Reynolds lors de l'un de nos entretiens. Il a admis savoir que ce que votre mère faisait était mal mais prétend qu'il avait peur de la contredire. Il coopère avec l'enquête, fournissant des détails sur la progression de votre confinement. Lorraine est devenue un témoin clé, décrivant ses observations de mes mouvements restreints, les visites supervisées dans le jardin, les notes que je lui avais passées et ses tentatives infructueuses pour que les autorités enquêtent avant l'incendie. Elle a présenté nos communications écrites, préservées malgré la découverte de certaines d'entre elles par mes parents. J'aurais dû faire plus, m'a-t-elle dit en larmes lors d'une visite à l'hôpital. Je savais que quelque chose n'allait vraiment pas, mais je ne savais pas comment aider sans aggraver les choses. Tu as aidé, l'ai-je assuré. Tu as été la seule à voir à travers leur façade. Tu as été la seule à me croire. D'autres voisins se sont manifestés alors que l'affaire attirait l'attention, partageant des observations qu'ils avaient ignorées ou rationalisées au fil des ans. Madame Abernathy d'en face s'est souvenue qu'elle ne m'avait jamais vu seule dehors, que ma mère l'interrompait si elle tentait de me parler directement. Monsieur Jensen, qui vivait à 2 maisons de là, a décrit un incident des années plus tôt où il avait entendu des cris venant de notre maison, pour être ensuite convaincu par ma mère qu'il regardait un film d'horreur avec le volume trop fort. Mes anciens professeurs ont été interrogés, beaucoup exprimant leur choc et leur culpabilité d'avoir accepté les explications de mes parents pour mon comportement de plus en plus renfermé et mes résultats scolaires en baisse. Dr Matthews, mon professeur de psychologie en ligne, a fourni les enregistrements de nos communications et ses propres préoccupations documentées concernant une maltraitance potentielle. À mesure que les preuves matérielles étaient compilées et les témoignages recueillis, le dossier de l'accusation contre mes parents se renforçait. La procureure du district m'a expliqué qu'ils seraient accusés de tentative de meurtre, de séquestration, de maltraitance d'enfants, pour les années avant mes 18 ans, et de nombreux autres crimes. Les journaux de votre mère sont particulièrement accablants, m'a-t-elle dit. Ils montrent une préméditation et un manque de remords troublants. Dans une entrée datant de quelques semaines seulement avant l'incendie,
Elle a écrit qu'elle préférerait me voir morte plutôt qu'indépendante de son contrôle. Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. J'avais compris à un certain niveau que l'amour de ma mère était tordu et possessif, mais avoir la confirmation qu'elle avait réellement envisagé ma mort était tout de même choquant. Alors que ma convalescence physique progressait, j'ai commencé à travailler avec une spécialiste des traumatismes, Dr Eleanor Simons, qui m'a aidé à traiter non seulement le traumatisme aigu de l'incendie mais aussi la maltraitance psychologique que j'avais endurée toute ma vie. Pour la première fois, je pouvais parler librement de mes expériences sans craindre d'être qualifié de délirante ou de voir ma réalité niée. Ce que vous décrivez est de la manipulation psychologique dans sa forme la plus extrême, a expliqué Dr Simons lors d'une de nos séances. Ils ont systématiquement sapé votre confiance en vos propres perceptions, vous ont isolé de quiconque aurait pu valider votre réalité, et ont créé un récit alternatif sur votre état mental qui servait leurs objectifs. L'un des aspects les plus difficiles de la guérison a été d'accepter que les parents que j'avais désespérément essayé de satisfaire, dont j'avais convoité l'amour même au milieu de leur maltraitance, avaient été prêts à me laisser mourir plutôt que de perdre le contrôle sur moi. Dr Simons m'a aidé à comprendre que leur comportement reflétait leurs propres troubles psychologiques graves, et non une quelconque défaillance ou déficience de ma part. Vous avez survécu en maintenant un noyau intérieur de vérité, m'a-t-elle dit. Malgré des années où votre réalité a été niée, vous vous êtes accroché à ce que vous saviez être vrai. Cette résilience vous a sauvé la vie. 6 semaines après l'incendie, assez forte pour quitter l'hôpital mais n'ayant nulle part où aller, j'ai emménagé temporairement dans la chambre d'amis de Lorraine. La communauté qui avait autrefois cru au récit de mes parents sur ma prétendue maladie mentale s'est maintenant ralliée à moi. Un cabinet d'avocats local a pris mon cas pro bono, m'aidant à naviguer dans les services aux victimes et les procédures pénales à venir. À l'approche de l'audience préliminaire, je me suis préparé à affronter mes parents au tribunal pour la première fois depuis l'incendie. Les preuves contre eux étaient substantielles, mais je connaissais leur capacité à présenter une façade convaincante d'amour et d'inquiétude. Pendant 29 ans, ils avaient trompé tout le monde. Une partie de moi craignait encore qu'ils puissent le faire à nouveau. Rappelez-vous, m'a dit l'inspecteur Reynolds la veille de l'audience, nous avons l'enregistrement du 911. Nous avons les preuves matérielles. Nous avons les propres écrits de votre mère. Et plus important encore, nous vous avons, vous, vivante et capable de dire la vérité. La vérité qui avait été niée si longtemps allait enfin être entendue. La salle d'audience était plus petite que ce que j'avais imaginé d'après les films et les émissions de télévision, du bois poli, un éclairage fluorescent, le léger écho des pas sur le sol dur. J'étais assise à côté de la procureure, une femme nommée Julia Winters, qui avait passé des heures à me préparer pour ce moment. Pourtant, rien n'aurait pu me préparer complètement à la vue de mes parents entrant menottés, paraissant plus petits et plus âgés que dans mon souvenir. Les yeux de ma mère ont immédiatement trouvé les miens, son expression un mélange étudié d'inquiétude et de trahison que j'avais vu d'innombrables fois auparavant. Mon père regardait le sol, les épaules voûtées, l'incarnation de la défaite. Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur de la vieille culpabilité qu'ils avaient si soigneusement cultivée en moi. Puis je me suis souvenu des clous dans les cadres de mes fenêtres, de la fumée remplissant mes poumons, de leur voiture s'éloignant alors que les flammes consumaient notre maison avec moi piégé à l'intérieur. L'audience préliminaire s'est transformée en un procès complet qui a duré 3 semaines. Les preuves se sont accumulées jour après jour, l'enregistrement du 911 diffusé pour le jury, leur visage reflétant l'horreur en entendant mes cris désespérés, l'analyse médico-légale des cadres de fenêtres montrant des clous neufs et un produit d'étanchéité appliqué quelques jours seulement avant l'incendie, des experts médicaux témoignant sur les médicaments inutiles qui m'avaient été administrés pendant des années, des psychologues expliquant les schémas de maltraitance et de contrôle. Évident dans le comportement de mes parents. Ma mère a maintenu sa performance tout au long du procès, insistant auprès de quiconque voulait l'entendre qu'elle n'avait toujours essayé que de protéger sa fille mentalement perturbée. Elle pleurait sur commande, parlait avec une préoccupation maternelle parfaite de ma condition, et exprimait sa confusion quant à la raison pour laquelle j'inventerais de si terribles accusations contre des parents qui m'aimaient si dévotement. Amber a toujours eu une imagination débordante, a-t-elle témoigné, en tamponnant des larmes inexistantes. Enfant, elle racontait des histoires qui n'étaient tout simplement pas vraies. En grandissant, les histoires sont devenues plus sombres, plus paranoïaques. Nous avons consulté des médecins, essayé des médicaments, fait tout notre possible pour l'aider. La défense de mon père a adopté une approche différente. Son avocat l'a dépeint comme une autre victime de la manipulation psychologique de ma mère, un homme faible qui n'a pas réussi à protéger sa fille mais qui n'a jamais participé activement à mon emprisonnement.
Il a admis avoir installé les serrures et cloué les fenêtres mais a prétendu l'avoir fait sous la contrainte, croyant aux affirmations de ma mère selon lesquelles j'étais un danger pour moi-même. J'ai commis de terribles erreurs, a-t-il témoigné, croisant brièvement mon regard. J'ai échoué, Amber. J'aurais dû la protéger de l'obsession de Suzanne. Je regretterai cet échec chaque jour pour le reste de ma vie. Le jour le plus difficile du procès a été celui où j'ai témoigné à la barre. Faire face à mes parents tout en racontant les années de maltraitance a nécessité chaque once de force que je possédais. Ma voix a parfois tremblé, mais je me suis forcé à les regarder directement pendant que je disais ma vérité. Ils m'ont dit depuis mon enfance que j'étais mentalement instable, que j'avais besoin de leur protection contre moi-même et contre le monde, ai-je témoigné. Mais je n'ai jamais été malade jusqu'à ce qu'ils commencent à me donner des médicaments dont je n'avais pas besoin. Je n'ai jamais été en danger jusqu'à ce qu'ils créent le danger. Ils ne m'ont pas protégé. Ils m'ont emprisonné. L'avocat de ma mère m'a contre-interrogé agressivement, essayant de semer le doute sur mes souvenirs, suggérant que le traumatisme et l'inhalation de fumée avaient affecté ma mémoire de la nuit de l'incendie. Il a laissé entendre que mes cours de psychologie en ligne m'avaient donné la terminologie pour fabriquer un récit de maltraitance. Est-il possible, a-t-il demandé avec un scepticisme étudié, que vos parents aient vraiment essayé de vous sauver cette nuit-là, mais que votre cerveau privé d'oxygène ait mal interprété leurs actions? J'ai regardé directement le jury en répondant. Je les ai vus monter dans leur voiture et s'éloigner pendant que la fumée remplissait mes poumons et que les flammes approchaient de ma chambre verrouillée. Mes fenêtres étaient clouées. Ma porte était barricadée de l'extérieur. Ce ne sont pas les actions de personnes qui essaient de sauver quelqu'un. Ce sont les actions de personnes qui s'assurent que quelqu'un ne puisse pas s'échapper. Le tournant est survenu lorsque l'accusation a diffusé l'enregistrement complet du 911 dans la salle d'audience. Ma voix, faible de terreur et étouffée par la fumée, a résonné dans la pièce silencieuse. Ils ont cloué mes fenêtres. Je ne peux pas sortir. Ils veulent que je meure. Les questions calmes de l'opérateur, mes réponses de plus en plus désespérées, le son de ma toux et de ma lutte pour respirer, tout cela capturé en temps réel pendant l'incendie, a eu un impact indéniable. J'ai vu les jurés grimacer, j'ai vu une femme se couvrir la bouche d'horreur. Même mon père a fermé les yeux, incapable de maintenir son sang-froid pendant la lecture de l'enregistrement. Dans le silence qui a suivi, ma mère a fait quelque chose d'inattendu. Elle a commencé à rire, un son doux et troublant qui a progressivement augmenté de volume jusqu'à ce que le juge doive appeler à l'ordre. Quand elle a parlé, sa façade soigneusement entretenue s'était fissurée, révélant quelque chose de froid et d'inhumain en dessous. Elle allait toujours me quitter, a dit ma mère, ne jouant plus pour le jury mais s'adressant directement à moi. Comme tout le monde. Je lui ai tout donné. Je l'ai protégée de la saleté du monde, et elle voulait m'abandonner pour une vie d'indépendance. Elle a craché ce dernier mot comme une malédiction. Personne qui t'aime vraiment ne te donne l'indépendance, Amber. Ils te gardent près d'eux. Ils te gardent en sécurité. Ils te gardent. La salle d'audience est tombée dans le silence à cette confession. Ma mère a semblé réaliser son erreur rapidement, tentant de reprendre son attitude précédente, mais il était trop tard. Le jury avait entrevu la vérité derrière sa performance. Mon père, sentant peut-être le changement dans la salle d'audience, a pris une décision qui a surpris tout le monde. Il a demandé à changer son plaidoyer en coupable et a offert une confession complète. Il a décrit des années à savoir que ce qui se passait était mal mais à avoir trop peur de ma mère pour intervenir. Il a détaillé comment ils avaient prévu de m'interner de façon permanente avant que je puisse établir une vie d'adulte indépendante. Et il a confirmé que la nuit de l'incendie, il m'avait en effet laissé pour morte, s'éloignant en sachant pertinemment que j'étais piégé à l'intérieur. Suzanne a dit que ce serait mieux ainsi, a-t-il témoigné, sa voix à peine audible. Que Amber ne serait jamais heureuse dans le monde, que le monde lui ferait du mal. Qu'une mort rapide était préférable à une vie de souffrance. Et j'ai été trop lâche pour l'arrêter. Le jury a délibéré moins de 6 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation pour mes 2 parents. Ma mère a reçu une peine de 40 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Mon père, compte tenu de sa coopération et de son plaidoyer de culpabilité, a reçu 25 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 15 ans. Avant qu'il ne soit emmené, le juge m'a permis de faire une déclaration. Je me suis levé, les jambes tremblant légèrement, et j'ai fait face aux personnes qui m'avaient donné la vie puis avaient essayé de me la prendre. J'ai passé 29 ans à croire que j'étais brisé, ai-je dit, ma voix plus forte que ce à quoi je m'attendais,
à croire que j'avais besoin de votre protection contre moi-même et contre le monde. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, entière et libre. Je ne parle pas pour offrir le pardon. Je parle pour déclarer mon indépendance vis-à-vis de votre contrôle, de vos mensonges, de votre version tordue de l'amour. C'est la dernière fois que je m'adresserai à vous et le premier jour d'une vie qui m'appartient entièrement. Alors qu'ils étaient emmenés, ma mère a crié une dernière fois. Tu échoueras sans nous, Amber. Tu as besoin de nous. Mais sa voix n'avait plus de pouvoir sur moi. La vérité avait été dite, entendue et confirmée. La justice, imparfaite mais réelle, avait été rendue. À l'extérieur du palais de justice, entouré de sympathisants et de médias, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel se répandre en moi. Il m'a fallu un moment pour le reconnaître comme la liberté. Pas seulement la liberté physique, mais la libération d'avoir ma réalité reconnue et validée après une vie de déni. Le poids du secret et de la honte s'était levé, remplacé par le don parfois terrifiant mais toujours précieux de l'autodétermination. « Que ferez-vous maintenant » a demandé un journaliste alors que je me préparais à partir. J'ai souri, l'expression me semblant encore quelque peu étrangère sur mon visage. « Je vais vivre » ai-je simplement dit. Pour la première fois de ma vie, je vais vraiment vivre. Le chemin de la survie à l'épanouissement n'a pas suivi une ligne droite. Il y a eu des jours où la liberté me semblait écrasante, où je doutais de ma capacité à naviguer dans un monde qu'on m'avait systématiquement appris à craindre. Il y a eu des nuits où je me suis réveillé en panique, convaincu d'être toujours piégé dans cette pièce en feu. Mais à chaque mois qui passait, ces moments devenaient moins fréquents, moins intenses. Dr Simons a continué de travailler avec moi, m'aidant à traiter non seulement le traumatisme aigu de l'incendie, mais aussi l'impact psychologique complexe d'une vie de maltraitance. La guérison ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé, a-t-elle expliqué lors d'une séance particulièrement difficile. Il s'agit d'intégrer ces expériences dans votre compréhension de vous-même sans leur permettre de définir votre avenir. Lorraine est restée une présence constante dans ma vie, passant de sauveteuse à colocataire puis à véritable amie. Elle ne m'a jamais poussé à discuter de mes expériences, mais elle écoutait quand j'avais besoin de parler. Elle a célébré de petites victoires avec moi, ma première sortie seule à l'épicerie, ma première fois au volant d'une voiture, ma décision de terminer mon diplôme en psychologie. Je pensais être courageuse jusqu'à ce que je te rencontre, m'a-t-elle dit un jour. Tu redéfinis le courage pour moi chaque jour. 6 mois après le procès, j'ai emménagé dans mon propre appartement, un espace petit mais ensoleillé que j'ai décoré exactement comme je le souhaitais. La première nuit seule a été terrifiante. Mais je me suis rappelé que la peur était une réponse normale à de nouvelles expériences, et non la preuve que j'étais incapable d'indépendance, comme mes parents l'avaient prétendu. Je n'ai mis aucune serrure sur la porte de ma chambre, chaque fenêtre pouvait être ouverte entièrement. Ce n'étaient pas des choix anodins, mais des réappropriations délibérées de ma liberté. Chaque matin, j'ouvrais toutes les fenêtres pendant au moins quelques minutes, quel que soit le temps, juste parce que je le pouvais. L'air frais, même froid ou humide, avait le goût de la liberté. L'attention des médias après le procès a créé des liens inattendus. D'autres survivants de maltraitance familiale m'ont contacté pour partager leurs histoires en solidarité. Des organisations travaillant avec les victimes de violences domestiques m'ont invité à parler de la maltraitance psychologique et du contrôle coercitif. Progressivement, j'ai trouvé un but en aidant les autres à reconnaître et à échapper à des situations similaires à celles que j'avais vécues. 1 an après l'incendie, j'ai créé une petite fondation axée sur l'aide aux jeunes adultes qui sortent de situations familiales abusives. Nous fournissions un soutien pratique, des ressources juridiques et, surtout, une communauté. L'isolement que les agresseurs créent comme première ligne de contrôle pouvait être brisé par la connexion avec d'autres qui comprenaient sans explication. Vous avez transformé votre douleur en un but, m'a dit Dr Matthews lorsque je l'ai invité à prendre la parole lors du premier événement officiel de notre fondation. C'est la forme de guérison la plus puissante. Tout le monde n'a pas compris mon histoire. Certaines personnes se demandaient encore comment des parents pouvaient se comporter de manière si monstrueuse, suggérant qu'il devait y avoir une autre explication. D'autres laissaient entendre que je devrais pardonner, pour mon propre bien, ne comprenant pas que pour moi, la liberté vis-à-vis de mes parents incluait la liberté de toute obligation de me réconcilier avec eux. J'ai appris à faire confiance à mon instinct pour savoir qui laissait entrer dans ma vie. Des années de manipulation psychologique avaient endommagé ma capacité à distinguer une préoccupation sincère d'un comportement de contrôle. Mais avec de la pratique et du soutien, mon système d'alerte interne s'est renforcé. Je suis devenu attentive aux signaux d'alarme, les gens qui dépassaient les limites,
qui remettait en question mes perceptions, qui cherchait à m'isoler des autres. La leçon la plus profonde que j'ai apprise concernait la nature de l'amour. Le véritable amour s'étend au lieu de se contracter. Il crée de l'espace pour la croissance plutôt qu'un confinement pour la protection. Il fait confiance plutôt que de suspecter. Il libère plutôt que de retenir. 3 ans après l'incendie, j'ai obtenu ma maîtrise en psychologie clinique, avec une spécialisation en rétablissement des traumatismes. Ma thèse sur la maltraitance psychologique au sein des familles s'appuyait à la fois sur mon expérience personnelle et sur des recherches approfondies. Le jour où j'ai reçu mon diplôme, Lorraine et un groupe d'amis m'ont surprise avec une célébration qui m'a laissé sans voix de gratitude. De la survie à l'épanouissement, puis à aider les autres à faire de même, à porter un toast Lorraine. Tu es un miracle ambulant, Amber. Mais je ne me voyais pas comme miraculeuse, simplement chanceuse. Chanceuse que Lorraine ait entendu mes cris cette nuit-là. Chanceuse que l'opérateur du 911 ait enregistré mes paroles désespérées. Chanceuse que les enquêteurs aient trouvé ces marques de marteau récentes sur les cadres de mes fenêtres. Tant de victimes de maltraitance n'obtiennent jamais leur moment de validation, leur chance de justice, leur opportunité d'un nouveau départ. Aujourd'hui, ma vie ne ressemble en rien à la prison de mes 29 premières années. Je travaille avec des survivants de traumatisme, partageant des outils pour la guérison. Je voyage, découvrant le monde que mes parents insistaient être trop dangereux pour que j'y entre. Je forme des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur le contrôle déguisé en protection. Les cauchemars n'ont pas complètement disparu, mais ils ont perdu leur pouvoir de faire dérailler mes journées. Les blessures psychologiques ont formé des cicatrices qui me font parfois mal, mais qui ne saignent plus. Je porte mon histoire non pas comme un fardeau, mais comme une sagesse durement acquise sur la capacité humaine à la fois à la cruauté et à la résilience. Peut-être la réalisation la plus puissante a-t-elle été que la liberté n'est pas seulement l'absence de contraintes physiques, mais la présence de l'autodétermination. La vraie sécurité ne vient pas des murs et des serrures, mais de la connaissance que vous pouvez vous faire confiance pour naviguer dans les défis qui se présentent. Chaque fenêtre de ma maison actuelle s'ouvre entièrement, sans serrure ni barrière d'aucune sorte. Ce simple fait représente la sécurité que je me suis créée, la sécurité qui vient de l'intérieur plutôt que d'être imposée de l'extérieur. Les soirs d'été chauds, je m'assois parfois près de ma fenêtre ouverte, sentant la brise sur mon visage, et je reconnais le chemin que j'ai parcouru depuis cette pièce enfumée avec ses fenêtres clouées et son avenir scellé. Si vous regardez ceci et reconnaissez votre propre vie dans une partie de mon histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Faites confiance à vos perceptions. Documentez ce qui se passe. Cherchez de l'aide, même si les tentatives précédentes ont échoué. La liberté est possible. La guérison est possible. Une vie reconquise est possible. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner pour entendre d'autres histoires de survivants. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans ses expériences. Laissez un commentaire sur les signes avant-coureurs de relations de contrôle que vous aimeriez que plus de gens reconnaissent. Votre perspicacité pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver son chemin vers la liberté. Rappelez-vous, la voie la plus importante à laquelle faire confiance est la vôtre. Prenez soin de vous, et ne cessez jamais de croire en votre droit de vivre sans peur.